l'invité de la matinale. KTO Radio. Une des pires crises humanitaires au monde, c'est en ces termes que l'ONU qualifie la nouvelle guerre civile actuelle au Soudan. Depuis un an, la soif de pouvoir de deux généraux soudanais entraîne un nouveau conflit 2 ans à peine après la fin de la guerre au Darfour, qui a causé la mort d'environ 300 000 personnes et poussé à l'exil 2,7 millions de personnes. Notre invité ce matin connaît bien la situation. Roland Marchal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans un pays voisin, je crois, en Éthiopie, et vous êtes également chercheur et spécialiste des conflits à Sciences Po Paris, des conflits en Afrique. Première question, restituez-nous les contours de cette guerre. Écoutez, je crois que c'est les contours, il faut revenir en fait en 2019. 2019, c'est la fin d'une dictature islamiste présidée par Omar el-Béchir qui a régné pendant 30 ans et qui est responsable du conflit au Darfour dans les années 2000, qui a fait aux alentours de 300 000 morts et qui, d'une certaine façon, n'a jamais également réglé ce conflit. Donc, 2019, on a un soulèvement populaire, le dictateur est emprisonné, un gouvernement civil, mais avec des militaires qui veillent quand même à leurs intérêts se met en place et assez rapidement, c'est-à-dire en octobre 21, un coup d'État renvoie à leurs études les civils et met en place un pouvoir militaire avec un gouvernement, mais les militaires sont en fait composés de deux branches principales, ce qu'on appellerait les forces armées soudanaises, et puis un autre groupe qui est les forces de soutien rapide, qui est un groupe légalement inclus dans l'armée, qui est payé par le ministère de la Défense soudanais, mais qui s'est créé d'ailleurs à cause du conflit au Darfour et qui sert plutôt de force paramilitaire, mais c'est une force qui a l'habitude de la guerre, qui sait se battre. Et son commandant, le général Hemeti, avec les mois et les mois au pouvoir à côté du général Borhan, donc qui commande l'armée, acquis des ambitions politiques et surtout et s'est également inquiété de l'influence des islamistes, donc théoriquement défaits en 2019, mais qui continuaient à se manifester à la fois dans l'économie du pays, mais surtout au sein de l'armée. Donc, avril 2023, la guerre éclate entre les deux forces militaires. Et à partir de ce moment-là, on est dans une dynamique, dans une double dynamique, c'est-à-dire que d'un côté, les combats qui au début étaient limités à Khartoum vont s'étendre, d'abord au Darfour, où des premiers massacres auront lieu très tôt, fin mai, début juin. À l'ouest du pays, Et oui. puis ensuite, vers l'est du pays, en direction de Port-Soudan, où le gouvernement militaire s'est réfugié, notamment en décembre, la prise de la ville de Medani. Donc, second aspect est important. Pourquoi ? Parce que Medani est l'État de Gézira, puisque le Soudan est une fédération, et l'une des zones les plus riches d'un point de vue agricole du pays, et donc le grenier un peu de céréales pour le pays. Or, à cause des combats, à la fois les cultures n'ont pas pu être menées convenablement, et puis des pillages massifs ont eu lieu, qui fait que il faut craindre le pire, et c'est ce que disent les Nations Unies pour les mois à venir. Et c'est surtout ces conséquences de cette guerre qui impactent la population. Le pape François suppliait en février dernier, et ce n'était pas le seul, les belligérants d'arrêter cette guerre. Pour bien comprendre le drame qui s'y joue, quelle est la gravité de la situation sur place ? Écoutez, Khartoum est une ville en ruine. Le Darfour a connu plusieurs séries de massacres de masse. Alors, il faut garder prudence et peut-être pas utiliser le G, vous voyez, les grands mots, alors que des enquêtes indépendantes n'ont pas encore été menées, que des chiffres circulent, mais peut-être ça fait partie de l'atmosphère de la guerre. Et puis, je vous dis surtout la destruction des moyens de l'économie. On va avoir une baisse drastique du produit intérieur brut, ce qui veut dire que dans d'énormes endroits du pays, les gens n'ont plus d'argent, plus d'accès à l'argent même,
hein, puisque l'argent mobile ne fonctionne pas tout le temps et surtout donc plus d'emplois, il y a plus d'économie. Donc les Nations unies parlent de plus de 7 millions de déplacés, de centaines de milliers de réfugiés dont le nombre va s'accroître dans les semaines qui viennent parce que le conflit au Darfour, est en train d'augmenter. Et puis, il y a surtout le fait que, bon, il n'y a plus rien et que l'accès à l'aide humanitaire internationale est extrêmement limité. Alors, il y a eu, il y a quelques jours, hein, le 15 avril, une conférence à Paris pour Mmh. doper un peu l'aide humanitaire On y en reviendra fournissant après, ouais. l'argent qui manquait. Mais si vous voulez, le problème, il a été évidemment financier et il a été, disons, relativement réglé, pas magistralement, puisqu'il y a seulement 50% des fonds qui ont été récoltés. Mais surtout, si vous voulez, la grande question, c'est l'accès humanitaire et celui-ci est problématique jusqu'à aujourd'hui. Et l'ONU, vous avez parlé, il parle de entre 7 et 8 millions de déplacés en un an et c'est bien plus que la guerre au Darfour qui a pourtant duré bien plus longtemps, hein. Oui, parce que vous avez, comme je le disais au début, la capitale qui a été le premier centre des combats. Et donc, la capitale était représente une population estimée entre 5 et 7 millions. Et donc, on peut estimer que 70 à 80% des habitants de la capitale D'accord. ont dû quitter, soit pour rester à l'intérieur du Soudan, soit tenter d'aller en Égypte pour les plus aisés, ou de quitter en traversant à partir de Port-Soudan pour aller en Arabie Saoudite et à partir de là, partir dans d'autres États du Golfe ou en Europe pour vraiment les plus riches et les plus chanceux. Au Soudan, il y a environ 3% de chrétiens. Pour une part, certains continuent de vivre leur foi, d'autres ont dû fuir, notamment au Soudan du Sud également. Des églises et des chrétiens ont été visés récemment. Est-ce que c'est aussi une guerre à tendance religieuse ou pas? Non, pas vraiment. Si vous voulez, je crois, la plupart des chrétiens qui restent aujourd'hui au Nord-Soudan sont des orthodoxes, la communauté orthodoxe, hein, plus que catholique ou protestante, qui était surtout bien représentée par les Sud-Soudanais. Donc effectivement, vous avez encore des Sud-Soudanais, vous avez encore des gens qui sont coptes, hein, et qui sont victimes. Et ils sont souvent victimes, je dirais, moins à cause de leur statut religieux que parce qu'ils représentent. Ils sont très investis dans des fonctions. Ce sont des entrepreneurs, des gens qui sont des cadres supérieurs. Donc, ils ont un certain niveau de richesse qui fait qu'ils sont des cibles faciles et visibles pour qui veut piller, qui veut tuer. Vous êtes revenu sur la genèse du conflit entre ces deux généraux et qui sont sur leur soutien? Ont-ils des soutiens à l'extérieur du Soudan? Alors, si vous voyez, c'est une situation mouvante, et c'est pour ça que beaucoup de Soudanais et d'observateurs extérieurs appelaient dès le début du conflit à une mobilisation de la communauté internationale. Ils n'ont pas vraiment été entendus jusqu'il y a très récemment, parce que justement, ce qu'on craignait et ce qui est arrivé, c'est que cette guerre se régionalise. Non pas que d'autres pays envoient des troupes, mais d'autres pays envoient des armements, des formateurs, du matériel militaire. Et par exemple, donc les 2 pays qu'aujourd'hui, enfin, on peut en citer plusieurs autres, hein, mais les 2 ou 3 pays qu'il faut citer, c'est d'une part les Émirats arabes unis qui ont joué un rôle déterminant à partir de juin dernier, dans l'appui militaire à Hemeti, c'est-à-dire surtout en lui permettant d'acquérir des armes et des munitions qui lui manquaient, hein, notamment pour se protéger des bombardements aériens. Et puis de la même façon, le gouvernement, enfin l'armée soudanaise a fait affaire avec Téhéran en octobre dernier, et on voit le résultat avec les victoires, notamment dans à Omdurman, donc qui est dans une partie de Khartoum, hein, où des drones iraniens ont été utilisés. Mais on sait que l'Iran fait bien plus en termes de reconstruction d'usines de production de munitions et également de fourniture de drones qui évidemment ont un impact réel sur le champ de bataille. Et cela en fait-il un conflit encore plus insoluble? Il faut raison garder, c'est-à-dire que ça n'est pas encore un abcès de fixation pour la région. La mer Rouge l'est, le
Soudan l'est un peu moins. Donc, je crois qu'il faut faire de la diplomatie et de la politique. C'est un peu ce qui a manqué. Et puis, il faut avoir l'humilité. Je parle pour les médiateurs qui ont commencé le processus de Jeddah, donc les Américains et les Saoudiens, avoir l'humilité de reconnaître qu'un certain nombre d'autres pays avec qui ils parlent régulièrement, hein, l'Égypte, par exemple, qui a beaucoup aidé le général Burhan à un certain moment, le Tchad, les Émirats arabes unis, ont un rôle dans cette guerre, pas toujours le même, et que ces pays-là doivent être associés à une médiation pour qu'elle réussisse. Et vous en avez parlé il y a 10 jours environ, s'est tenue à Paris une conférence mondiale d'aide au Soudan. Vous avez dit que pas assez d'argent n'a été récolté, que 50% d'espérés, c'est pas suffisant. Disons que, si vous voulez, bon, les Nations unies ont l'habitude toujours de surévaluer les crises parce qu'il est évident que quand ils font un appel pour une crise, ils escomptent avoir 60-70% de réponses. Là, juste avant la conférence, mais on peut penser que c'était lié à l'annonce de la conférence, ils étaient à 6%. Ils ont récolté plutôt 5%. Ils sont aux alentours de 50%. Pas de promesses. Il faut voir qui va payer et qui tardera à payer. Et si vous voulez, c'est bâti quand même, ces donations sont bâties sur une certaine évaluation de la situation. En général, les donateurs font preuve d'un très grand optimisme. Si, comme je le crois, hélas, la guerre au nord Darfour, et notamment dans la ville de El Fasher, s'intensifie, dans ce cas-là, la situation va devenir proprement ingérable, puisque cette ville est à la fois un centre urbain, mais aussi, si vous voulez, abrite, enfin, dans ses périphéries, des camps de réfugiés avec plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, les combats dans la ville vont obliger ou inciter les réfugiés à quitter le nord Darfour pour aller se réfugier au Tchad. Et à partir de ce moment-là, l'équation financière du 15 avril sera complètement remise en cause. Roland Marshall, existe-t-il néanmoins des motifs d'espoir? Écoutez, la mobilisation de la communauté internationale le 15 avril n'a pas été décevante. On peut regretter que beaucoup de choses, hein, comme toujours, mais je crois que bon, un message est passé et maintenant il faut espérer que l'Union européenne et ses États membres, les États-Unis, les pays du Golfe dans leur entièreté, parce que le Qatar va finir par jouer un rôle aussi avec les Émirats arabes unis. Donc, si vous voulez, à la fois, ça complexifie les enjeux, les rivalités, mais d'un autre côté aussi, on sait que tous ces acteurs sont nécessaires à une résolution de cette crise qu'il faut espérer la plus rapide possible. Merci beaucoup Roland Marshall d'avoir été avec nous sur KTO Radio pour parler de la situation au Soudan. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chercheur sur ce sujet, notamment sur les conflits en Afrique à Sciences Po Paris. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous.